Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan culture. C'est le bilan culture de mon été puisque j'ai lu, vu et écouté beaucoup de choses cet été. Je vais pas faire une intro de 1000 heures, on va commencer tout de suite avec les bouquins parce que je me suis remise à lire et que ça c'est vraiment super chouette. Dans les bouquins que j'ai lus, il y a Gros câlin de Romain Gary qui est celui qui a écrit La vie devant soi dont j'ai déjà parlé dans un bilan culture. Ça raconte ici l'histoire de Michel Cousin qui est un employé de bureau et qui a chez lui un python. Et il va tomber amoureux de sa collègue et il va nous raconter un peu sa vie au quotidien. Ça parle surtout, je pense, de folie et de réalité et de l'imaginaire. Et il y a une maîtrise de la langue qui est hyper intéressante et j'ai trouvé ça excessivement poétique sur ce que ça raconte d'un être humain en fait qui va au boulot tous les jours mais qui est un peu inadapté à la vie de société. C'est particulier parce que vraiment on n'est pas dans une réalité totale et que lui plane, mais ce qui est vraiment très beau, c'est vraiment la maîtrise de la langue parce qu'il joue de celle-ci beaucoup pour raconter ses ressentis sur la situation et j'ai trouvé ça très poétique et très doux comme livre d'été, donc je vous le recommande vraiment grandement. Un autre livre que j'ai lu cet été qui m'a passionnée, c'est Dans la forêt de Jean Angland, qui raconte ici l'histoire de deux jeunes sœurs, Nell et Eva, qui vivent dans la forêt en Californie. C'est une société un peu post-effondrement et on comprend que la société s'est un peu détruite du fait du réchauffement climatique et de comment les humains ont consommé à mort toutes les denrées. On comprend qu'elles sont un peu isolées de la société parce que de base déjà elles vivaient avec leurs parents en forêt, mais en fait petit à petit on va comprendre un peu le système dans lequel elles sont et dans quelle situation de survie en fait elles sont, comment ça s'est passé avec leurs parents et peut-être pas exactement comment elles se sont retrouvées là, mais en tout cas le chemin qu'elles ont accompli pour être finalement des survivantes dans la forêt, à vivre totalement en autonomie toutes les deux et seules, à devoir se nourrir, à devoir rationaliser tout ce qu'elles font et surtout à devoir vivre dans un monde où il n'y a plus d'électricité, plus de pétrole, etc. Ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que vraiment c'était une situation dans laquelle je pouvais me projeter du fait de toutes les réalités climatiques absolument atroces d'aujourd'hui, dans une société pas post-apocalyptique mais post-effondrement justement. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est du coup comment on parle de ce qu'est la vie quand il n'y a plus rien, quand on n'a plus accès ni au supermarché, ni au pétrole parce qu'on peut plus conduire, ni aux autres êtres humains parce qu'on ne peut plus aller en ville, ni à la ville tout court puisque la ville a été détruite. Ça va parler aussi des maladies qui ont tué les populations. Aujourd'hui avec le contexte du Covid, ça nous met forcément dans une dynamique de réflexion à est-ce que c'est ça le futur qui nous attend, l'avenir qui nous attend, et comment elles vont survivre en fait et reconnecter et où est-ce qu'est là-dedans la puissance de vie et le désir de la vie absolument. Je suis navrée de l'expliquer aussi mal parce que vraiment c'est un bouquin qui vaut tellement le coup, qui est absolument passionnant. Il y a encore une fois une poésie, une subtilité, un désir de vivre, de survivre qui est passionnant et qui du coup nous plonge dans un retour à la nature, aux sensations vraiment d'être humain premier, faisant partie d'un écosystème naturel avec les plantes, les animaux et tout ça. Et du coup ça m'a vraiment redonné un sentiment d'appartenance à un tout global, à un écosystème encore une fois, et ça m'a donné envie de me rapprocher de ça, de c'est quoi la base de notre espèce humaine. Très beau aussi sur ce que ça raconte de la famille, des relations d'amour, du lien entre deux sœurs. J'ai adoré ce bouquin que j'ai dévoré vraiment en une journée entière. Ça m'a mis une belle claque dans la tête. Et si les mêmes sujets que moi vous touchent, que ce soit où on en est dans notre société, comment on consomme, comment aller vers mieux, reconnecter avec la nature malgré le fait qu'on soit potentiellement comme moi citadin. Vraiment c'est un excellent roman que je recommande vraiment grandement. J'ai adoré ce truc. J'ai aussi lu cet été Laurent Godet, Le soleil d'Escorta, que vous m'avez recommandé à maintes reprises. D'ailleurs on avait fait ensemble une liste des lectures de l'été que je vous remets juste ici, qui m'a servi un peu de base pour lire et acheter mes bouquins cet été. Un roman qui va raconter la lignée de la famille Scorta qui vit dans le petit village de Montepulciano en Italie du sud et comment de génération en génération leur histoire familiale va se transmettre. On part sur 1860, un homme excessivement violent, violeur, qui va du coup engendrer cette famille-ci, et puis on va aller de génération en génération voir comment ils vont vivre et surtout qu'est-ce qui va rester de l'ADN familial. Et finalement c'est un bouquin qui parle beaucoup de choses très simples mais avec énormément de poésie encore une fois. Cette idée de la famille, de la transmission, de la vie, des valeurs, de choses très simples, de l'amour aussi, du travail. Enfin en fait c'est vraiment le portrait d'une famille de génération en génération et qu'est-ce qui fait qu'ils sont famille et qu'est-ce qui fait leur ADN familial,
Tout ça sur fond d'Italie hyper chaude, rassurante, avec un peu les clichés qu'on a de cette Italie-là. Je me suis vraiment plongée dans cette ambiance-là. J'ai aimé la manière dont c'était écrit parce qu'en fait on fait un peu des allers-retours entre différentes générations pour l'ambiance du bouquin, pour les thèmes assez basiques, simples, mais d'amour et de bonté qu'il évoque. C'est vraiment un bouquin que je vous recommande et j'ai hâte de lire ce que propose Laurent Godet parce que je trouve qu'il y a vraiment une couleur dans son écriture qui est particulière, notamment parce qu'il parle d'un autre pays, d'une autre réalité et qu'il arrive quand même à nous plonger totalement dedans. Qui m'a vachement plu, donc j'ai hâte de relire des choses de lui. J'ai lu La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui est une poétesse américaine qui s'est suicidée à 30 ans. Je crois que ça c'est un de ses seuls romans de fiction dans lequel elle raconte l'histoire de Esther Greenwood, qui a 19 ans, qui va à New York parce qu'elle a été sélectionnée pour son écriture pour assister à une espèce de résidence où pendant un mois dans un hôtel ils prennent 20 jeunes filles et ils leur font vivre un peu la belle vie avec des sponsors, un peu de la mode, etc. J'ai adoré ce point de départ là, comment elle va vivre ça alors que de base elle est de la banlieue de Boston et donc là c'est juste un mois isolé dans son été. On va suivre cette jeune fille dans son avancement dans la vie et plus particulièrement dans son avancement dans la dépression et comment elle va faire face à la maladie et comment la maladie va s'emparer d'elle. Et c'est vraiment un bouquin sur la dépression, comment ça s'installe, comment c'est vécu, comment c'est ressenti, comment ça évolue et jusqu'où ça peut aller. C'était bouleversant, très 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 beau, excessivement dur aussi. Je crois qu'il faut être assez accroché, j'étais pas trop au courant du sujet en fait quand je l'ai découvert, même pas du tout. Heureusement que j'étais en été, bien dans mes baskets, que j'avais le temps de respirer en prenant ce bouquin parce qu'il a vraiment une immense force et il est vraiment très très dur mais aussi très très beau et très pertinent sur ce qu'est la dépression. Et si vous avez du mal à percevoir parce que vous-même vous n'êtes pas sujet à ça, ce qui arrive, je ne suis pas non plus sujette à la dépression et du coup j'ai eu besoin d'en discuter, de lire des choses, de voir des choses pour comprendre cette réalité là. Ce bouquin est absolument sublime, exceptionnel et très 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 juste parce qu'il arrive à transmettre du ressenti et du sensible sur ce que ça fait finalement dans le corps et dans l'esprit. C'est brillant, c'est excessivement bien écrit, c'est très moderne je trouve dans l'écriture. J'ai adoré, je vous le recommande 1000 fois. J'ai lu aussi au début de l'été Kate Tempest, c'est le dernier bouquin qu'elle a écrit pendant le printemps 2020 après la crise Covid. Kate Tempest c'est un artiste qui fait de la musique et de la poésie et du slam dont je vous ai peut-être jamais parlé sur YouTube alors que vraiment c'est un artiste que je saigne absolument, dont j'adore un album dont je vous mets la couverture ici, qui est splendide, dont il faut vraiment écouter les paroles, enfin c'est un album qu'il faut écouter, plus que ça c'est un album qu'il faut vivre. Bref, j'avais très envie de le lire. Connexion, c'est pas mal du tout, c'est assez simple, ça se lit vite, c'est pas aussi puissant je trouve que ce que j'ai pu ressentir à l'écoute de l'album, mais c'est quand même très très beau aussi. Encore une fois, ça parle de trucs très basiques mais absolument essentiels, de la vie, des différences de richesse, de la société capitaliste et ce qu'elle nous impose, et puis voilà, quelle est la place qu'on veut nous avoir et comment ressentir cette connexion entre l'humanité puisque c'est quand même une question de base d'humanité. C'est très beau aussi, je vous invite à retrouver son travail, enfin à vous intéresser à son travail qui est assez brillant et surtout cette personne n'a que 24 ans, voilà, ça vous met un coup à la gueule. J'ai lu Tenir jusqu'à l'aube de Carol Fives, qui est l'histoire d'une mère célibataire qui galère avec son gamin en bas âge. Elle raconte en gros son quotidien et comment c'est dur. Encore une fois, c'est pas un bouquin facile parce que c'est vraiment pas un sujet sympathique et ça va vous calmer si vous avez des pulsions d'enfant comme moi. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, en fait c'était un peu pour me calmer sur le rêve un peu que je me fais de la maternité, même si je suis très au courant de ce sujet parce que ça me passionne, mais ça m'a encore remis un coup de... Parfois faire un enfant c'est pas une bonne idée et parfois on n'est pas apte à ça et parfois c'est juste un frein dans la vie et difficile. C'est pas un très grand bouquin, ça se lit très vite, c'est le prix des libraires en partenariat avec Télérama, ok. C'était pas une grande claque pour moi, j'ai eu ce genre de témoignage autre part en mieux, donc je vous recommande pas ça particulièrement. J'ai lu le bal des folles de Victoria Mas que beaucoup d'entre vous m'ont recommandé et franchement c'était une déception, je dois l'admettre. J'ai pas tant aimé que ça l'écriture ni
Le pitch et l'histoire, c'est un récit de femmes, les destins de femmes qui vont mal et qui sont prises pour des folles juste parce qu'elles sont femmes. L'histoire de cette jeune fille qui sent qu'elle a peut-être un pouvoir un peu de sorcière et qui a le malheur de l'évoquer à sa grand-mère, qui du coup va la faire interner dans un hôpital psychiatrique dans lequel il y aura que des femmes qu'on considère comme folles donc, alors qu'elles sont juste, bon, a priori des femmes et peut-être un peu allumées de la spiritualité. C'est aussi ces femmes qui étaient utilisées comme objet d'analyse lors de crises d'épilepsie ou de choses comme ça, et à ce sujet-là, il y avait un super film dont je me rappelle plus le nom, je vous mets l'affiche ici. C'est un sujet que j'ai vu, revu, pour lequel j'ai pas besoin d'avoir un nouveau récit, surtout quand il est pas si transcendant que ça, et écrit avec un peu une forme d'immaturité, j'ai trouvé, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est malheureusement pas un bouquin qui m'a plu, j'ai eu du mal en fait à le finir, j'avais vraiment envie de le finir parce que j'aime pas commencer un truc et pas le finir, mais j'ai vraiment eu du mal et c'est franchement pas la lecture que je vous recommanderais le plus. J'ai lu Incendie de Wajdi Mouawad que vous m'avez beaucoup recommandé, qui est une pièce de théâtre qui est absolument sublime, qui raconte le destin de deux jumeaux et de leurs parents. Et c'est formidable, je peux pas en dire plus, mais vraiment je vous recommande grandement. C'est très très violent, ça se passe dans la guerre civile au Liban. J'ai hâte de voir cette chose mise en scène, parce que vraiment c'est très très puissant de ce que ça raconte. Encore une fois, de la famille, de l'amour, de la sexualité. C'était vraiment très puissant, une très belle œuvre de théâtre, donc je vous la recommande vivement. Et j'ai aussi lu Ressac de Digli, dont je vous ai pas parlé parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, qui est le premier roman de Digli, donc l'illustratrice que je suis depuis des années en fait. Et elle a écrit un roman quand elle est partie faire une retraite dans un monastère, dans le Morbihan je crois, ou le Finistère, en tout cas en Bretagne. Elle a tenu un journal et elle a écrit sur ces 5 jours de silence où elle est partie seule pour se recentrer. Déjà j'adore le sujet, je trouve ça excessivement important de partir seule, se recentrer, se poser les questions, se reconnecter avec son existence, parce qu'on est dans une société qui nous oblige à faire tout le temps très vite, et que ça pour moi c'est s'offrir un immense cadeau que de s'offrir le silence, le temps, la confrontation à soi, la nature, la rencontre avec l'autre, et aussi le vide. Déjà le sujet ne pouvait que me parler parce que j'y suis très très sensible, mais elle a une manière de retranscrire son expérience qui est formidable, et elle a eu beaucoup de chance ou de la magie, je sais pas, mais il y a quelque chose qui a fait que tout s'est enchaîné, que tout a fait sens, et qu'elle a réussi à lier les sujets de sa vie avec ce qu'elle expérimentait là-bas, avec de la spiritualité, avec des rencontres, et c'est très 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 beau. Et je vous recommande vraiment grandement ce livre dans lequel j'ai plongé, dans lequel j'ai suivi Digli, qui m'a juste donné envie de m'autoriser aussi ça et de me forcer à vivre ça, un de ces quatre. La confrontation à soi, dans le vide encore une fois. Et aussi la place qu'a la nature, la Bretagne, les éléments, que ce soit l'eau, la terre, enfin l'air. C'est très bizarre, mais dans tout ce vide là il y a énormément d'actions et de personnages, alors qu'on pourrait croire qu'il n'y a rien, mais justement c'est dans le rien qu'il y a le beau, l'absolu et le très grand, et c'est ce qu'elle raconte et ce qu'elle dépeint vraiment très très bien dans Ressac. Donc vraiment un gros coup de cœur aussi que je vous recommande vivement. Et le dernier bouquin dont je vais vous parler, que je viens de finir, c'est Nino dans la nuit, dont je vous mets la couverture et les auteurs juste ici, qui raconte l'histoire de Nino, qui est un jeune homme qui vit dans la misère, ses parents s'occupent pas trop de lui, il a pas de job mais il doit quand même survivre, il est fou amoureux de sa chérie et ils vivent ensemble avec très peu de thunes, un loyer à 450 balles dans une sale piole en banlieue parisienne, et c'est comment survivre à leur vie, à leur existence, au système, avec beaucoup de fêtes, beaucoup de drogue, la drogue festive, récréative, pour s'échapper d'une réalité qui est trop difficile. En fait c'est très très puissant comme bouquin, dans l'écriture il y a un truc très brut, il y a un truc vraiment du vocabulaire de Nino, de la violence aussi de sa vie qui est vraiment retranscrite à travers l'écriture. Mais il y a aussi des envolées lyriques, parfois elles sont un petit peu too much, un tout petit peu too much, et au début t'es un peu en mode bon allez arrête de m'étaler ta science et tes mots et tes belles phrases et ta poésie parce que c'est trop, et en fait c'est pas trop parce que très vite ça nous rattrape, le rythme, la vie de Nino, sa sensibilité, les personnages, la place qu'ils prennent, leur réalité qui nous saute à la gueule, c'est très très violent, puissant, fort, énergétique, dynamisant, voilà c'est un peu les mots qui me viennent. J'aime que la forme et le fond soient liés comme ça dans un objet qui nous prend, qui nous emporte dans une réalité autre par tous les sens, par la lecture qui nous fait ressentir, et voilà.
Donc vraiment c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait sortir de ma réalité, qui m'a fait une bulle de vie extrême. Et ça, j'ai aimé cette aventure-là, qui était un objet très précis, qui se tient de bout en bout, dont j'ai aimé les personnages, dont j'ai aimé l'histoire, le scénario, dont j'ai aimé suivre les aventures et qui m'a quand même fait ressentir des émotions dans le fond. Encore une fois, très basique sur amour, survie, espèce humaine, pourquoi on est là, comment on tient. Donc je vous recommande vraiment ce livre-là aussi. On va continuer sur ce que j'ai lu en passant au roman graphique. Alors cet été j'en ai lu quelques-uns de très chouettes. J'ai notamment découvert C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal, une artiste que j'ai découverte cette année. Après tout le monde, je sais pas pourquoi. J'adore ce qu'elle fait, vraiment c'est hyper poétique, doux et en même temps exactement là où je suis en ce moment. Je me reconnais beaucoup dans son travail parce qu'on est similaires, on a le même âge, on vit dans la même société, on a à peu près le même parcours, un peu les mêmes questionnements, donc je me reconnais énormément dans le travail de Myriam Mal, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux, mais dont je vous invite surtout à lire les BD et notamment C'est comme ça que je disparais, qui raconte là encore la dépression. J'ai été vraiment full dépression cet été. Là aussi un témoignage sur ce que c'est que cette maladie quand on ne l'aperçoit pas. C'est différent de Sylvia Plath, ça raconte pas de la même manière, mais ça raconte la même chose avec tout autant de poésie, de douceur. Et c'est un récit de femme et c'est vraiment super cool. Après je pense que vous suivez mes bilans culture aussi parce que vous êtes un peu similaires à mes goûts et vous savez de quoi je me nourris. Mais en tout cas ici, une histoire de femme face à la dépression dans un contexte actuel, c'est à peu près comme ça qu'on peut le résumer. À Montréal, c'était vraiment super. Très bien, très beau. En roman graphique, j'ai aussi découvert le travail de Mel Exertal grâce à Capucine et Amélie, donc je mets la vidéo en barre d'infos qui en ont parlé. J'adore aussi son dessin, j'adore cette forme de naïveté avec une grande profondeur dans le propos et qui permet enfin, pour une fois, aux femmes de s'identifier à des récits. Là j'ai lu Babyface qui fait partie de la collection BDQ des requins marteaux, qui sont un peu des BD à caractère pornographique. Nejma qui en peut plus de sa vie à Paris, qui pète un câble, qui va vivre à Los Angeles avec 2 colocataires et qui va avoir des histoires amoureuses. C'est assez léger, c'est assez simple, en même temps ça se tient, esthétiquement ça me plaît beaucoup. C'en est même devenu... Attendez, est-ce que je peux vous le montrer? Non, parce que je suis en train d'enregistrer, mais c'en est devenu mon fond d'écran. Je me suis reconnue dans ce témoignage et j'ai beaucoup aimé. J'aime le sexe, j'aime les romans graphiques, j'aime les histoires de meufs. Forcément, ça ne pouvait que me plaire. J'ai trouvé chez Emmaüs 1h25 de Judith Forrest, qui est un roman graphique qui date de 2010 à peu près, je crois. C'est une étudiante aux Beaux-Arts et qui fait un journal de sa vie avec des croquis et qui va tout mettre d'un coup dans un 1h25. 1h25, c'est le temps qu'on met à lire la BD, mais c'est aussi le temps entre Paris et Bruxelles, puisqu'elle va vivre un moment à Bruxelles. Et donc c'est ce journal intime, tous les croquis de son quotidien, avec les hommes, à l'école, dans ses interrogations, les mails avec son père qui est complètement éloigné de sa réalité. Je suis contente en fait de me rendre compte que je me dirige quand même aussi vers beaucoup de récits de femmes, ça fait très plaisir. C'est encore une fois l'histoire d'une jeune femme face à sa réalité d'artiste. On va croire que je suis monomaniaque, mais pas du tout, c'est juste que je vais vers ce qui m'attire et je crois que ça m'attire de pouvoir m'identifier dans des lectures et dans d'autres personnages pour valider mon existence ou en tout cas me dire que je ne suis pas la seule. J'aime cet aspect brouillon, j'aime cet aspect rentrer dans l'intime, j'aime qu'il n'y ait pas nécessairement d'histoires qui se tiennent mais juste qu'on découvre une personnalité à travers son journal intime. Moi j'aime beaucoup ça, rentrer dans les intimes de toute façon et connaître le minuscule détail de ce qui fait que t'es tombée amoureuse de ce type. Et j'ai voulu en savoir plus, qu'est-ce qu'elle était devenue 10 ans plus tard, où elle en était dans son travail d'artiste aujourd'hui. Et figurez-vous que sur internet j'ai découvert que potentiellement ce personnage avait été créé de toutes pièces par 3 mecs, 3 auteurs de BD, donc je vous mets les noms ici, qui ont décidé de faire un faux journal intime sur la vie de Judith Forrest qui serait un personnage inventé de toutes pièces. Et j'ai trouvé ça encore plus génial parce que je me suis dit j'ai envie de le relire maintenant que j'ai cette information pour voir ce qui est intériorisé dans les comportements de chacun pour raconter les vécus de femmes. Encore une fois, ça voudrait dire que 3 mecs se sont permis d'inventer de toutes pièces un vécu de femme et ce serait assez problématique, en même temps assez brillant, donc je sais pas encore comment me situer vis-à-vis de ça, mais j'ai trouvé cette potentialité vraiment assez ouf et le mystère plane toujours et on ne sait toujours pas qui est Judith Forrest. Pourtant dans le journal intime, dans la BD, il y a des photos et c'est ça que je trouve assez ouf. Donc j'ai aimé en fait
l'objet et ce que ça a créé de cheminement et de réflexion chez moi quant à la création de l'objet et dans son processus, comment il a été fait, pourquoi on est arrivé là, etc. Et dites-moi si vous avez lu à quelle théorie vous croyez. Judith Forrest existe-t-elle ou n'est-elle que l'objet d'une création absolue? Ex, c'est un podcast qui va retracer des histoires d'amour par ceux qui les ont vécues, donc il n'y a pas d'intervention de journalisme, c'est juste un partage de vécu pendant 40 à 50 minutes. C'est assez classique comme format, mais c'est assez chouette parce qu'encore une fois, on rentre dans les intimes et je crois que c'est une de mes activités préférées au monde. Seulement, il faut être un peu accroché si t'es célibataire et que t'es pas vraiment dans le bien par rapport à cette situation, n'y va pas. Franchement, ça te ferait du mal, c'est quand même comment j'ai rencontré le prince charmant fois 1000, et même si ça a été très galère, ça finit généralement très bien. Donc c'est beau, c'est chouette, mais il faut être capable d'entendre le bonheur des autres. J'ai découvert aussi le podcast Codo Talks, qui a été créé par Marie et sa sœur, qui cherchent à rendre accessible la recherche en contactant des chercheurs et en leur demandant de partager leur sujet d'étude et comment ils travaillent. Ça va dans tous les sens en termes de sujet et c'est ça qui est super, c'est que vraiment vous pouvez vous y retrouver, qu'importe ce qui vous plaise, vraiment il y a énormément de trucs chouettes et j'ai appris beaucoup de choses, alors que c'était des domaines dans lesquels je pensais pas du tout pouvoir maîtriser ou entendre des choses, donc vraiment je vous recommande. J'ai adoré un podcast aussi, une autre série qui s'appelle Homicide de Bababam. J'aime quand même regarder à la télé les trucs un peu glauques, tu vas chercher le meurtrier et tu t'interroges sur comment est morte cette personne. Dans Homicide, c'est le format podcast, donc en fait c'est encore mieux parce qu'on va enquêter sur les tueurs en série et les grands malades mentaux qui font partie des plus grands meurtriers du monde. Et c'est trop bien parce que avant les épisodes étaient divisés en 15 minutes et du coup pour une histoire tu devais attendre 4 semaines. Et surtout c'était chiant, tu devais passer les épisodes, enfin je comprenais pas pourquoi c'était pas en un seul format. Et ça y est, alléluia Mazel Tov, la créatrice du podcast a décidé de réunir les 4 petits épisodes qui faisaient le grand épisode en un seul. Du coup vous avez 45 minutes d'un seul épisode. Je suis trop contente qu'elle ait fait ça parce que c'est beaucoup plus facile et sympathique pour l'auditeur à entendre. Donc je vous mets en barre d'infos si les histoires de meurtre, de massacre à la tronçonneuse ou de décapitement de toute ta famille vous intéressent. Moi j'aime beaucoup. On va passer maintenant au cinéma. Je vais essayer d'aller vite parce que les bilans culture sont infinis et quand bien même j'adore ça et j'espère que vous aussi, il faudrait qu'il soit pertinent. J'ai découvert sur Canal le film Play de Anthony Mariano. C'est un film qui est sorti il y a 2 ans avec Max Boublil. Voilà, c'est un film qui est sorti il y a 2 ans et c'est comme si un protagoniste avait pris sa caméra toute sa vie, s'était filmé de ses 8 ans à ses 42 ans pour retracer son histoire. Et même si c'est mis en scène et c'est faux, et bah on y croit et c'est quand même super chouette parce qu'on suit le destin d'un garçon de ses 8 à ses 40 ans, notamment ses histoires avec ses potes et ses amours. C'est un film assez simple dans le scénario parce que c'est juste la vie d'un jeune homme blanc, cis, bourgeois, parisien, bien entouré. Mais j'ai aimé que, en fait, finalement, toute la mise en scène fonctionne très bien alors qu'on passe quand même dans des acteurs différents. Enfin, le tournage s'est fait en 1 an potentiellement et pas du tout en 40 ans de vie. Et pourtant, ça marche, même la technique par rapport à la caméra qu'on utiliserait et par rapport au fait que la technologie d'il y a 40 ans et la technologie actuelle soit pas la même. Même ça, je trouve que c'est assez bien amené. Et ça fait pas fake alors que ça aurait pu vraiment être totalement fake et c'est pas le cas. Et du coup c'est un film que j'ai trouvé assez agréable finalement pour cet été. J'ai passé un très bon moment. C'était pas du grand cinéma mais ça fait partie de l'environnement du cinéma et j'aime apprécier aussi ce genre d'œuvres qui sont pas nécessairement à côté de mes sujets et totalement collées à la beauté absolue que je cherche dans le cinéma. Mais j'ai aimé, j'ai passé un bon moment, donc je vous le recommande si vous avez un petit coup de down, notamment après avoir lu le Sylvia Plath. J'ai découvert de Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes. Quel délice ce film, vraiment, j'ai adoré. J'ai passé un trop bon moment. Merci Laure Calamy d'exister, une des meilleures actrices de cette décennie. C'était génial, j'ai trop rigolé. Encore une fois, j'aime que ce soit du cinéma français qui se prend pas pour ce qu'il est pas, qui nous offre de la comédie qui est bien écrit, bien réalisé, bien exécuté, de bout en bout. Enfin vraiment c'est un film qualitatif et ça fait plaisir de voir ça dans le cinéma français, qui soit pas un cinéma juste prétentieux, inaccessible, féministe. C'est une femme qui est la maîtresse
Bah c'est drôle parce que d'ailleurs elle est 2 fois maîtresse, mais donc cette femme, elle est maîtresse à l'école mais aussi maîtresse d'un homme qui part en vacances avec sa famille et qui la plante alors qu'elle croyait partir en vacances avec lui, et du coup elle décide de les suivre en soum soum dans leur aventure. En l'occurrence, ils ont décidé de faire le chemin de Stevenson avec un âne pendant une semaine, donc c'est-à-dire de la marche avec un putain de bourricot. Et elle fait ça toute seule alors qu'elle n'a jamais marché et que surtout elle va devoir faire face à son partenaire de marche, l'âne. Et c'est à mourir de rire. Laure Calamy est excellente. En plus j'ai déjà fait cette expérience dans ma vie avec mes parents et mon frère quand on était petits. C'est génial, je recommande vraiment. On est le lendemain matin, je reprends ce bilan culture puisque hier ma caméra m'a lâché et que j'avais pas fini de vous raconter les films que j'avais vus. Je trouve ce chemin un peu initiatique de la découverte de soi, de se retrouver seul et de marcher intéressant, notamment quand on vient de déconstruire un amour qui est pas très stable ni très sain. Et c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, qui était vraiment très très agréable, qui m'a fait beaucoup rire et qui était un bon film d'été que je vous recommande vraiment vivement si vous avez un petit coup de mou mais que vous voulez pas non plus regarder une bouse. Et bah vraiment Antoinette dans les Cévennes, ça m'a fait 1000 fois rire et sourire et c'était très touchant. De Nicolas Desmoustiers, j'ai découvert La fille au bracelet que j'avais jamais vue, qui est sortie il y a quelques années déjà. C'est donc l'histoire d'un procès sur une jeune fille qu'on accuse d'avoir tué sa meilleure amie. Et donc on va juste suivre le procès et ce qu'il se passe entre les différents membres de sa famille, ses parents, son frère et elle. Et on se pose la question tout le long du film de si elle est la coupable ou pas. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas tant d'autres histoires que ça, que suivre le procès et toute la subtilité autour des arguments d'un procès. Est-ce qu'il y a des preuves suffisantes? Est-ce que les comportements parlent d'eux-mêmes? Notamment parce que cette jeune fille, elle est vraiment très stoïque. C'est pas un film qui est complètement renversant, c'est juste un film français sur une enquête et sur ce personnage à elle qui était vraiment très troublante, et j'ai aimé aussi ça, son jeu d'actrice à elle qui était vachement intéressant parce que nous en tant que spectateurs on est vraiment pris à part dans le procès dans le sens où on nous demande pas mais on est obligé de se poser la question et moi qu'est-ce que j'en pense, est-elle la coupable ou pas, et ça c'était très fort. Donc je vous le recommande aussi pour l'expérience d'inclusion du spectateur si ça vous plaît un peu ce genre de thriller. Il n'y a pas beaucoup d'action mais intellectuellement ça fait pas mal réfléchir. De Emmanuel Mouret, j'ai vu Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, je crois qu'il a eu certains prix au César aussi. Une jeune femme qui est enceinte de son copain part bosser je crois, et du coup un pote de son copain vient vivre avec elle dans leur maison de vacances. Le cinéma d'Emmanuel Mouret, c'est un cinéma qui est très lent, qui est très bavard, qui raconte les sentiments, le ressenti, et là ils vont revenir sur leurs histoires d'amour du passé, un peu leur traumatisme, pourquoi ils en sont où ils en sont dans leur célibat ou dans leur situation de couple, et donc ils vont parler d'amour vraiment beaucoup tout le temps. Mais c'est un film qui était agréable, qui était doux, qui était bien français aussi d'une certaine manière j'ai trouvé. J'ai été un peu conquise par Nils Schneider que j'aime une fois sur deux, enfin il m'horripile autant que je l'adore une fois sur deux. J'ai découvert Camélia Jordana que j'avais très peu vu au cinéma et donc j'ai passé un bon moment, mais c'était pas un film transcendant non plus. J'ai vu un film qui s'appelle Summer de Alante Kavaite, qui est un film lituanien, et c'est une jeune fille qui passe son été seule avec ses parents et elle va découvrir une bande de copains et vivre un été un peu lent. Donc c'est entre découverte de soi, découverte de sa sexualité, découverte de ses désirs pour sa vie d'adulte future, mais aussi les problèmes auxquels sont confrontées les adolescentes, de haine de son propre corps, d'existence, quoi, comment je me comporte, comment je me place, est-ce que je m'aime, est-ce que je m'aime pas. Donc il y a aussi un trigger warning autour de la dépression et de la tentative de suicide. C'est un film aussi qui tente vraiment beaucoup de choses parce qu'il fait une proposition immense en termes de mise en scène, en termes d'image. Il y a des choses qui sont pas vues partout. Il y a vraiment, je vais le répéter, mais une couleur au film. Il y a des vraies propositions. Seulement, c'est un film qui est assez lent, assez silencieux aussi, vu qu'on va rentrer dans l'intimité de cette jeune fille. J'étais toujours un peu à côté et il y avait une forme de froideur qui, moi, me plaît pas particulièrement. Je suis plutôt quelqu'un qui aime les films, les couleurs chaudes et même le sud, en fait. Ouais, j'ai pas été complètement bouleversée, même si je trouve qu'il est très poétique et il y a vraiment des belles intentions. Et le dernier film que j'ai vu et dont je voulais vous parler, c'est Skate Kitchen, un film new-yorkais où on suit une bande de copines qui fait du skateboard.
Et pareil, sujet de l'adolescence, de l'amitié, du positionnement dans la société en tant qu'individu, femme, sportive, skateuse, ce qui est quand même encore un truc qui n'est pas totalement répandu, dans la confrontation avec les garçons, dans l'affirmation de son corps et dans comment elles discutent et comment il y a une synergie entre elles. C'était un très beau teen movie, pas du tout cliché, qui au contraire parle de vrais sujets qu'on peut toutes traverser aujourd'hui, je pense, sans particulièrement de tabou et avec plus d'inclusion, et ça c'était vraiment important. J'ai aimé ce film, j'ai aimé son personnage principal de Camille, j'ai aimé les contradictions auxquelles elle faisait face en tant qu'adolescente, j'ai aimé voir le skate filmé évidemment et la puissance de ces meufs sur des skates, ça m'a trop donné envie. Alors ça pour le coup vraiment je vous le recommande parce qu'il est vraiment hyper agréable, il se tient de bout en bout, tout est pas parfait évidemment mais c'est un très bon moment. Et pour le coup ce film il a été dégradé en série et Océane m'a dit que les séries étaient quand même vachement mieux parce qu'on prenait le temps de se poser sur chacun des personnages et d'aller plus en profondeur. Du coup je pense que je vais regarder la série aussi parce que ça m'a beaucoup plu, donc voilà, je vous mets ces références en barre d'infos. La caméra s'est encore coupée, il n'y a plus de batterie sauf que moi je dois aller au bureau et que j'en ai marre de recommencer 72 fois ce bilan culture, donc comme d'hab on va pas faire attention à la qualité de cette vidéo mais plutôt à son contenu et à son propos. J'espère que ce dont je vous aurai parlé vous aura donné envie, que vous reprendrez comme moi le goût de la lecture parce que je trouve que c'est une activité qui fait un bien de fou, parce que ça isole, parce que ça plonge dans un autre univers, parce que c'est un effort intellectuel différent et que c'est une manière différente de faire travailler son imaginaire plutôt que le cinéma. Je vous invite aussi à soutenir les salles encore et à aller au cinéma, voir les films, les premiers films, les films de femmes qui sont diffusés parce qu'avec le Covid, je trouve que les films il reste très peu de semaines en projection et c'est hyper dommage, donc sautez sur l'occasion, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur laquelle je suis. Il y a une mouche. C'est une blague ou quoi? Vous pouvez me suivre sur Instagram parce que j'y suis plus régulière, j'y parle quasiment tous les jours de plus de choses et notamment quand j'ai pas le temps de faire un bilan culture, je fais un peu des références là-bas et des petites critiques là-bas. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous embrasse. Bisous!